Un débat intitulé «L'Europe face à la révolution trumpiste». Le sujet est d'une actualité brûlante. Pour autant, il s'agit ce soir, euh, sans prétention, mais avec sincérité, d'essayer de ne pas tomber dans le piège des clichés ou des phrases faciles concernant les notions donc, qui vont être au cœur de la conversation que je vais avoir le plaisir et le privilège de modérer et d'animer. Pour cela, vous les voyez à mes côtés. Heu, Nous avons le plaisir d'avoir des esprits de qualité. On a 2 heures, ce qui va leur permettre de déployer, leurs pensées, à la fois sur l'Europe, mais aussi sur, cette association de mots, la révolution trumpiste. Avant de présenter ces esprits qu'on ne présente plus, j'aimerais commencer par remercier, entre guillemets, «les puissances, invitantes». J'en ai nommé une d'Est Russie, Galia Kerman, qui vient de faire son entrée. Et bien sûr, l'université, Panthéon-Assas, c'est, un honneur et un plaisir, de pouvoir réfléchir ensemble ici. François Storm, bonsoir. Vous êtes, tout le monde est à ma gauche, donc vous êtes à ma gauche. Vous êtes agrégé de russe. Vous avez été maître de conférences en histoire contemporaine, à l'université Paris 4 Sorbonne de 1991 à 2019. Et vous avez publié, de nombreux ouvrages, donc je ne vais pas tous les citer. La langue babois chez Julliard en 1987. Je disais donc, François Stom, que vous avez publié, La langue de bois chez Julliard en 1987, Le moment Gorbatchev 2 ans plus tard en 89 chez Hachette dans la collection Pluriel, et enfin tout récemment en 2023 Poutine ou l'obsession de la puissance chez Lithos. Merci François Stom d'avoir accepté notre invitation. Philippe Reynaud, bonsoir à vous aussi. Vous êtes professeur émérite à l'université Panthéon-Assas et co-directeur de la revue politique trimestrielle Commentaires, fondée par Raymond Aron à la fin des années 1970. Merci Philippe. Ça marche pas. Je crois que je suis au maximum. Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon? Vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? D'accord. Ah, c'est un peu faible? Reparle près du micro, c'est bon. D'accord, je vais parler près du micro. Merci madame. Vous voulez que je recommence depuis le début? Philippe Rana, vous êtes un nom de doctorat de titre Que je vais en oublier, c'est un peu comme les ouvrages de François Storm. Vous êtes docteur en sciences politiques, agrégé de philosophie et de sciences politiques. Votre dernier livre parent, Victor Hugo, La révolution romantique de la liberté chez Gallimard. Philippe Darara, qui sait faire marcher les micros, bonsoir à vous aussi. Vous êtes notre conférence en horaire à l'université Panthéon-Assas et vous avez également parmi vos nombreuses qualités celle d'être membre des comités de rédaction de Desk Russie et vous aussi de la revue Commentaires. Samantha de Bendern, good evening. Vous êtes écrivaine, journaliste britannique basée à Paris. Votre expertise porte sur la Russie, l'Ukraine et européenne. Vous êtes Associate Fellow au Rallo Institute of International Affairs à la Chatham House. Vous avez travaillé dans la finance pendant une petite décennie, puis vous êtes également une ancienne d'Obetan de la Commission européenne et on vous aperçoit très régulièrement, je crois, sur la chaîne de télévision française LCI, où on aperçoit aussi Aurélien Duchesne, qui est notamment chercheur à Oro Creative, un laboratoire d'idées spécialisé sur l'Europe centrale et orientale. Par ailleurs, vous enseignez la géopolitique de l'Union européenne à l'ILAREI, l'Institut libre des relations internationales et des sciences politiques. D'accord, je me demandais où était le E, élégant, énervant. Vous avez écrit 2 livres sur la menace russe. Le plus récent, le meilleur, je crois, parce que j'y suis cité, ce qui est une gageure de qualité. La Russie de Poutine contre l'Occident, qui est paru l'année dernière aux éditions Erol. Et enfin, par ordre de préférence, donc vous êtes ma moins préférée, Adina Ravol, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes une ancienne porte-parole de la Commission européenne ici même en France, vous êtes également professeur affilié à Sciences Po et vous aussi, vous écrivez des livres, décidément, vous êtes l'auteur de Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen, 3 éditions Odile Jacob, paru
en octobre 2024. Merci Adina d'avoir accepté notre invitation. Merci donc à tous les 6 d'être ici ce soir. Merci surtout à vous, vu le climat, le temps qu'il fait, de vous être déplacés. Je l'ai dit à tout début, mais pour celles et ceux qui viennent juste d'arriver, il fait très très chaud, donc n'hésitez pas si vous en avez le besoin à... Moi j'ai 2 bouteilles d'eau, donc je peux faire dans 2 bouteilles d'eau. Allez, sinon à sortir pour vous rafraîchir. Pas de raison de logistique technologique, parce que nous avons un nombre limité de micros, je crois, pour la captation, ça rend la chose plus simple, mais aussi pour des raisons de fluidité de circulation de la parole. J'ai souhaité organiser ce temps de réflexion en 2 parties. Je précise bien évidemment que chaque intervenant et intervenante pourra s'exprimer sur les 2 grandes notions de l'intitulé, dont je rappelle qu'il est l'Europe face à la révolution trumpiste. Dans un premier temps, j'aimerais que nous nous concentrions sur la révolution trumpiste. Et pour ce faire, j'aimerais d'abord commencer par François Stom, Philippe Reynaud et Philippe Delara pour nous aider à définir, si tant est que ce soit possible, ce qu'est justement cette révolution trumpiste. Comment définir le trumpisme? Y a-t-il un ou plusieurs courants au sein du mouvement? Quelles sont ses racines? Qui en sont les principaux idéologues? Quels sont ses objectifs domestiques et à l'international? Le trumpisme est-il durable ou est-ce une sorte de pétard mouillé idéologique qui finira là où il a commencé, c'est-à-dire au pied d'un escalator doré dans une tour de Manhattan? Voilà quelques pistes avant de passer aux questions, la mienne, mais aussi les vôtres, parce que je sais que le sujet est d'une actualité brûlante, donc je sais que vous avez beaucoup de questions. J'aimerais que les précités, François Storm, Philippe et Philippe, prennent environ 4 minutes chacun, s'il vous plaît, pour un propos liminaire, en commençant, s'il vous plaît, par vous, François Storm. Avant que vous ne commenciez, Philippe Dollaran, à gauche, m'a expliqué comment fonctionne ce système extrêmement complexe. Il faut appuyer sur un petit bouton central où on voit un visage avec, je ne sais pas quoi, des lignes qui symbolisent une prise de parole. Il faut appuyer là-dessus. Est-ce que vous y parvenez, François Storm, ou est-ce que je me déplace jusqu'à vous? Parfait, merci. Après l'effondrement du RSS, les dirigeants américains et les dirigeants occidentaux n'ont pas seulement cru à la fin de l'histoire, ils ont cru à la fin du politique. Et c'est, je crois, la raison, une des raisons profondes de l'apparition du phénomène populiste et de la révolution trumpiste. On pensait à l'époque que la main invisible du marché allait se charger de tout régler dans nos sociétés. Et les dirigeants des démocraties s'imaginaient que leur rôle consistait à apporter de légers correctifs à la dynamique créatrice des marchés. Donc le champ politique paraissait atrophié en fait. Et les politiciens se sont lancés dans le sociétal, dans la défense des groupes minoritaires, en s'aliénant une grande partie de la population, notamment aux États-Unis. Du gouvernement des hommes, on est passé à l'administration des choses, pour reprendre une formule bien connue, et il en résulte un malaise profond dans les sociétés parce que les gens ont besoin d'être gouvernés et non gérés. Or, cette pratique de la politique comme une administration du statu quo a entraîné une crise de la classe politique, notamment aux États-Unis, à droite et à gauche, qui se manifeste d'une part dans la révolution trumpiste et de l'autre dans l'extraordinaire passivité des démocrates face à cette révolution, face à Trump. Donc on a eu l'impression que la main invisible s'était réduite à une politique de chien crevé au fil de l'eau. Les citoyens savent instinctivement que l'autorité est nécessaire. Or, ils voient se déliter les institutions qui comptent à leurs yeux, les écoles, les hôpitaux. Ils voient l'incapacité de la République à intégrer les immigrés. Ils voient la tolérance se transformer en laxisme. Bref, ils ont le sentiment d'une impuissance généralisée
condamné à une tutelle tatillon de l'État qui entrave la liberté des citoyens. Donc, à une impuissance et en même temps une tutelle étouffante dans l'État en jour majeur. Et ça là, à mon sens, l'origine du populisme qui donne à ses adhérents d'abord le sentiment d'un retour aux politiques. Il désigne l'ennemi, quel qu'il soit, l'État profond, la bureaucratie bruxelloise, la globalisation. Donc, il désigne un ennemi et il permet aussi aux citoyens d'essayer de dépasser ce sentiment d'impuissance face à des forces obscures. On voit très bien dans le succès de la campagne pour le Brexit. Un des slogans les plus porteurs était «Reprenons le contrôle». Hein, je crois que c'est vraiment un slogan qui a joué un rôle décisif. Reprenons le contrôle. Dans l'idée qu'on va sortir de cette impuissance et reprendre le contrôle. Et j'ai entendu Marine Le Pen tout récemment dire le gouvernement a perdu tout contrôle. Donc toujours ce thème employé par les populistes. Alors, l'anthropisme donc et l'impopulisme dans les pays européens exprime ces mêmes aspirations. Dans le cas de l'Amérique, c'est une Amérique rétrécie, repliée sur elle-même, barricadée et coupée de leur idéalisation. Les citoyens rêvent de redonner maître chez eux en s'insularisant et cette aspiration vers le rétrécissement va paradoxalement aboutir à une remise en cause beaucoup plus radicale finalement du politique que celle qui existait précédemment, qui se manifeste dans l'idéologie des tech bros comme Curtis Yarwin, lequel affirme que l'État devrait être géré comme une entreprise avec à sa tête un PDG ayant les mains au pouvoir comme monarque absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a à répondre ni devant son peuple, ni devant la loi. Les États doivent être remplacés et dissous et remplacés par des territoires plus réduits, des sortes de phalanstères high-tech, voire d'îles flottantes en concurrence entre eux et gouvernées par des milliardaires. Paradoxalement, ce rétrécissement à visée autarcique débouche en même temps vers des aspirations impériales. Et c'est ça un peu le paradoxe du Trumpisme, parce que l'empire est perçu comme l'agrandissement de la maison. C'est un prolongement, en fait, de l'espace rétréci de, du pays, de la nation. Donc un agrandissement par contiguïté qui préserve cette insularité symbolique. De même, la délocalisation intellectuelle qui est entraînée par les réseaux sociaux, tout aussi importante dans la révolution trumpiste, hein, elle a abouti à ce que j'appelle une clocheberlisation de l'esprit, c'est-à-dire, encore une fois, un rétrécissement de l'horizon intellectuel, un incroyable rétrécissement de l'horizon intellectuel. Les réseaux sociaux atomisent la société en agrégats de bandes, woke et anti-woke, qui fonctionnent de la même manière, hein, qui se reconnaissent par signaux verbaux, des signaux, mais pas des signes, donc le sens en est absent en fait, qui partagent des affects et non des pensées, le principal de ces affects étant la haine. Hein. Alors, les composantes de l'électorat trumpiste, il y a d'abord un cercle large, hein, c'était ceux qui souhaitaient que Trump fasse baisser l'inflation. C'est le cercle plus large des électeurs de Trump. En plan restreint, on trouve les conservateurs et les républicains qui souhaitaient avant tout stopper l'immigration. Enfin, vous avez un noyau très radical, ce que les Américains appellent alt-right, d'une droite radicale, fondamentaliste, au sein du groupe plus large des conservateurs et des républicains, dont le but est une Amérique chrétienne et blanche. Alors ce noyau très radical
fonctionne un peu de manière bolchevique, hein. Et les premiers mois du Trumpisme ont donné l'impression d'une dynamique révolutionnaire, rappelant l'année 1789 en France ou les premières semaines du bolchevisme. Et encore, c'est encore plus frappant. On a la volonté de détruire l'État existant et on procède à la tronçonneuse, hein, comme ont fait les bolcheviks. Ce qui est frappant pour l'historien, c'est la sidération des éléments modérés de la société, qui sont majoritaires mais totalement pétrifiés. On a l'impression qu'ils ne savent, ils sont littéralement, encore une fois, pris par un désarroi qui les paralyse. Euh, Mais il y a quand même une différence entre cette révolution trumpienne et les cas que j'ai cités. C'est que, et j'appelle aussi à la prudence dans l'utilisation des termes de fascisme et de totalitarisme pour le cas américain. Fascistes, nazis et communistes se sont préoccupés de mettre en place une machine efficace de pouvoir, de rouage qui marche. Euh, les Trumpistes, au contraire, donnent constamment l'impression de scier la branche sur laquelle ils sont assis et ils choisissent systématiquement des incapables et des incompétents pour les postes de responsabilité. On a l'impression que la nécessité de préserver le régime ne fait pas barrage au réalisme qui est au cœur du Trumpisme. À la différence même de ce qui se passait avec les bolcheviks, parce que les bolcheviks, eux, ils ont créé quand même une verticale du pouvoir, comme dirait Poutine, qui était efficace. Alors, finalement, dans le Trumpisme, il n'y a que deux lignes cohérentes dans la politique de Trump, plutôt. Alors, la première, c'est le règlement de compte personnel de Trump avec ses ennemis passés et présents. Hein, on a l'impression que c'est sa grande priorité, c'est de se venger de ceux qui lui ont glissé des pots de banane autrefois ou présentement. Et peut-être le deuxième élément de conséquent où la politique est menée avec une grande persévérance, c'est la ligne pro-russe. C'est rendre service à Vladimir Poutine par tous les moyens. Bah, pour le reste, eh bien, c'est une politique de grébole. Et je crois que quand on pense au Trumpisme, il ne faut pas sous-estimer le phénomène de la bêtise. Hein, c'est très frappant. Et je pense que cette émergence de la bêtise, c'est pas le privilège des États-Unis, malheureusement, c'est vrai ailleurs. Quand on compare avec les grands dictateurs du XXe siècle, comme Staline, Mao, Hitler, ils étaient loin d'être des imbéciles. Ils ont encore une fois se panaché le loyalisme avec l'intelligence. Ils ont trouvé des collaborateurs intelligents. Ce n'est pas le cas de Trump qui s'est entouré de médiocres. Donc, euh, on de l'époque où on croyait à la de toute façon, de l'époque où on croyait à la main invisible, les thérapeutes ont retiré l'impression que l'on peut faire n'importe quoi, au fond rien la tiers à conséquence. Ils ont cet état d'esprit est renforcé, je pense, par l'impact politique de ce que j'appellerais la conscience numérisée. C'est-à-dire l'idée qu'on peut toujours faire crasher un ordinateur et puis le redémarrer. Quand on l'a fait crasher, on reformate et on repart. C'est un peu la politique de Trump, hein. On prend une mesure désastreuse, mais on n'a pas le sens des conséquences de ce que l'on fait. Tout simplement, je pense, à cause de cette idée de cette conscience numérisée, hein. On efface le disque dur et puis on tape quelque chose d'autre, hein. Les tweets de Trump, c'est un peu ça. Il il rédige un tweet, ça fait tomber la bourse et puis il rédige un autre tweet qui la fait remonter. C'est un peu ça. C'est encore une fois, c'est une irresponsabilité nouvelle, hein, qui affleure dans notre politique à cause de cette conscience numérique. On perd le sens des conséquences de nos actes et ça, c'est extrêmement grave, évidemment.
Françoise, il faut que vous éteigniez, voilà, votre bouton. Merci le trumpisme donc comme, na-bolchevisme de mes versions bêtes et inconséquentes. Merci François Storm. Philippe, Rano, même exercice, même discipline, même durée. Si, Monsieur le Président. On, on- on nous demande donc de parler de la révolution trumpiste. Et parler de la révolution trumpiste, c'est dire contre quoi cette révolution est dirigée et, comment elle procède. Là, vous entendez, là? Bon. Alors donc, la première chose que je dirais, c'est que la révolution trumpiste est principalement une contre-révolution. C'est une contre-révolution qui est dirigée contre ce que mon collègue et ami Marc Lilla avait appelé les deux révolutions de la liberté, qui s'étaient produites dans les années, à partir des années 80, avec paradoxalement Ronald Reagan et Clinton. Il y a eu une révolution réganienne qui était une révolution libérale dirigée contre les protections de l'État-providence, les rigidités de l'État social, etc. Et il y a eu ensuite une deuxième révolution libérale, faite par des gens apparemment opposés, les démocrates de Clinton, qui ont mis fin, disons, à une certaine forme de morale traditionnelle aux États-Unis et qui a été une révolution de la liberté des mœurs et de la fin de certaines traditions. Normalement, ces deux révolutions aurait dû, selon beaucoup d'observateurs, aboutir à une situation relativement harmonieuse. On a pu penser que c'était le cas avec les débuts des présidences d'Obama. Eh bien, je crois que la première caractéristique de la politique de Trump, c'est que c'est une contre-révolution dirigée contre ces deux révolutions. Alors, comme toutes les révolutions, elle s'appuie sur des éléments de la tradition politique nationale. Alors, j'en relèverai deux. Le premier, c'est le retour aux tendances protectionnistes à l'intérieur de la droite américaine, des républicains. On a oublié, grâce ou à cause de Reagan, que le Parti républicain n'a pas toujours été libre-échangiste, bien au contraire. Et on peut faire, d'ailleurs, c'est assez amusant, des comparaisons même sur la question européenne, entre ce que raconte le président d'aujourd'hui et ce qu'a raconté son prédécesseur Nixon à un moment où l'Union européenne n'était pas encore très puissante. Nixon disait déjà que l'Union européenne avait été créée pour entuber les États-Unis. Mais c'est un autre monde. Alors le deuxième élément de tradition, qui a été théorisé par un des grands penseurs conservateurs, et je le dis sans ironie, Henry Mansfield, c'est le fait que ce qu'il appelle le prince apprivoisé, c'est-à-dire la présidence américaine, produit d'une républicanisation du prince machiavélien, est l'élément moteur dans toutes les refondations successives qu'a connu le régime américain, depuis Jefferson jusqu'à Jackson, à Lincoln, à Wilson, à Roosevelt, à Reagan. C'est toujours de là que ça part, et notamment très souvent avec des conflits avec la Cour suprême. Alors, c'est une référence qui est explicite chez un certain nombre d'idéologues du Trumpisme, et si Trump avait une idéologie, il penserait probablement quelque chose comme ça. Alors, simplement, je crois que ce qu'il faut relever, si on prend le livre classique de Mansfield, par exemple, c'est que la présidence révolutionnaire traditionnelle, euh, c'est une présidence républicaine, c'est-à-dire qui n'a de sens que parce qu'elle est dans un système dans lequel le pouvoir législatif ne lui appartient pas. Elle est énergique. La présidence est supposée énergique, elle n'est pas supposée être hégémonique sur l'ensemble des autres pouvoirs. Alors il y a une perversion évidente du modèle républicain qui est invoqué, et on peut le comprendre si on fait une très brève comparaison avec une grande expérience de révolution présidentielle précédente, qui était la période Roosevelt. Dieu sait que Roosevelt a changé l'Amérique très profondément, a bouleversé les équilibres, a été accusé de détruire les checks and balances, etc. Mais je crois qu'il faut avoir en tête deux choses s'agissant de Roosevelt.
La première, c'est que son discours, qui reproduisait dans des discours des présidents antérieurs, c'était de dire j'ai prêté serment à la Constitution américaine, je n'ai pas prêté serment à l'interprétation qu'en donnera la Cour suprême. Alors, Clinton devrait, pardon, Trump devrait dire ça logiquement. Il est incapable de dire même ça, puisque quand on lui demande est-ce que vous respecterez la Constitution américaine, il dit je ne sais pas. Ça, c'est quand même assez nouveau et assez inédit. Alors, c'est pas une pure formule rhétorique, ce que disait Roosevelt. Ce que disait Roosevelt, c'est que, pour reprendre une autre de ses formules, la Constitution américaine, c'est un attelage où il y a 3 chevaux, le président, le Congrès, la Cour suprême, et le cocher, c'est le peuple. Alors, ça voulait dire qu'en dernière analyse, ce qui faisait la légitimité du pouvoir rooseveltien, c'était le maintien indiscutable du soutien populaire à travers un processus politique libre. Ce qui a fait d'ailleurs que Roosevelt a triomphé de la Cour suprême, c'est le fait qu'il a gagné les élections législatives contre elle. Chez Trump, ça n'est pas du tout évident qu'il raisonne comme ça, parce que pour l'instant, ce qui me paraît le plus menaçant dans le discours trumpiste, c'est l'idée que les élections donnent tous les pouvoirs, la majorité doit être absolument hégémonique, etc., et que l'élection est pleinement légitimatrice quand c'est Trump qui gagne. Mais quand il ne gagne pas, les élections ont été truquées, elles ont été falsifiées. Alors bon, on peut dire, bon, ben, le 6 janvier, ça n'a pas réussi. Ce que j'ai trouvé encore plus inquiétant que le 6 janvier, c'était pendant la dernière campagne présidentielle, pourtant ça s'annonçait bien pour lui, Trump a commencé à dire, bon, il est possible que je perde l'élection, mais dans ce cas, c'est qu'elle aura été truquée. Bon, c'est quelque chose qui est un modèle politique assez douteux, et je me demande ce qu'il faut en attendre pour ce qui concerne, par exemple, les midterm elections. Et est-ce que le processus électoral reste aux yeux du président véritablement la clé de la politique? Tout ça, je ne sais pas ce qui va se passer, mais comme disait le regretté Kolakowski, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais on serait bien avisé d'en attendre le pire. Voilà. Merci Philippe Reynaud pour cette description très éclairée de la contre-révolution trumpienne. Philippe de Lara, s'il vous plaît. Merci. Alors pour une fois, je serai en désaccord avec mon ami François Stom, parce que je pense que la politique des États-Unis de Trump n'est pas brutale et chaotique, vindicative, etc. Elle est brutale et cohérente. Et c'est en cela que c'est une véritable révolution, destructrice et constructrice. Il y a un programme, et derrière les numéros de Trump, ce programme est poursuivi et sera poursuivi tant qu'elle sera au pouvoir. C'est ce qui la rend encore plus dangereuse. C'est l'argument d'un article à paraître dans Desk Russie cette semaine, qui aborde plusieurs politiques trumpistes, et je m'en tiendrai aujourd'hui à l'Alliance russe. Alors, 4 points. Le premier, c'est que il faut cesser de supputer les ambiguïtés, les ambivalences de Trump. Il ne reviendra pas sur le lâchage de l'Ukraine et de l'Europe, et par conséquent sur la recherche d'une alliance durable avec la Russie, quoi qu'il en coûte. La principale raison de cette stratégie est de combattre la Chine. Alors, l'idée des trumpistes, comme toutes les doctrines révolutionnaires, elle part d'une grande frousse, d'une terreur. Et la terreur, c'est l'idée que la force de la Chine, qui grandit tous les jours, est amplifiée par la constitution d'un bloc eurasiatique. Le bloc eurasiatique, c'est une expression des penseurs trumpistes, c'est la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord.
pour beaucoup de responsables américains qui, comme je disais, baignent dans un climat apocalyptique sur les dangers qui menacent l'Amérique et dont Trump seul pourra les sauver, mais vraiment in extremis, ils ont de très bonnes raisons de contenir la puissance chinoise, et le maillon faible du bloc eurasiatique, c'est la Russie. Parce que sa démographie et son économie sont en berne, et parce qu'au fond, la Russie redoute la domination de la Chine, qu'elle déteste en réalité depuis toujours, malgré les protestations d'amitié, et qu'elle cherche, sans le dire, les moyens d'échapper à la vassalisation par rapport à la Chine. Alors, la menace chinoise est existentielle parce que, toujours dans la pensée trumpiste, à la tête du bloc eurasiatique se trouve le Parti communiste chinois, et pas la Chine en général. Parti qui a déclaré la guerre aux États-Unis, selon eux, en 2019. C'est le moment où Xi adopte une politique plus agressive et se dit que, compte tenu de l'évolution de l'économie mondiale, de la place qui est à la Chine et de son réarmement extrêmement rapide, c'est le moment de porter le coup final à l'ennemi américain. Et de ce point de vue-là, la guerre d'Ukraine, dans la mesure où elle consomme des ressources américaines, c'était le cas jusqu'à il y a pas longtemps, augmente la puissance relative du Parti communiste chinois. Je note que dans la galaxie des idéologues trumpistes, Steve Bannon, avec sa chaîne de télévision War Room, bien nommée, a mis cet enjeu. Oui. Ah bon, et là ça va? Oui. Bon. Avait mis cet enjeu donc de la guerre du Parti communiste chinois contre les États-Unis en avant dès le 15 janvier, c'est-à-dire quelques jours après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Alors il y a une motivation secondaire aussi, mais qui est beaucoup moins importante, qui est l'aide que la Russie pourrait apporter aux États-Unis dans les dossiers iraniens et de Corée du Nord. Alors, le point très important, à mon avis, c'est que c'est une stratégie de long terme. Et en effet, si on l'envisage uniquement sur le court terme, ce que beaucoup de gens ont fait, moi le premier, elle est irréaliste, c'est un fantasme de Trump, mais comme stratégie dans la durée, les dirigeants américains ont de bonnes raisons de penser qu'ils peuvent enfoncer un coin entre la Russie et la Chine et finir par détacher complètement ces deux puissances. Alors, je ne dis pas bien évidemment que ça va marcher, mais disons que c'est plausible, c'est sensé. Alors, quatrième et dernier point, cette stratégie est le noyau rationnel du comportement de Trump et de son équipe vis-à-vis de l'Ukraine. Mais il s'y ajoute une véritable détestation de l'Ukraine, qui a plusieurs sources, mais je pense que la principale, et dont on n'a peut-être pas pris la mesure, c'est que pour les républicains durs de l'équipe Trump, l'hégémonie américaine a été dangereusement ébranlée par les fautes criminelles des néoconservateurs qui ont mené les États-Unis de défaite en défaite et qui ont créé des foyers de désordre et de conflits partout dans le monde. En Europe, cette politique funeste a été inspirée par les néoconservateurs, s'est prolongée sous les présidences démocrates qui ont succédé à Bush Junior. Elle s'est traduite par le soutien des États-Unis aux révolutions de couleur, en particulier en Ukraine. Alors c'est ce schéma intellectuel du désastre de la politique de l'hyperpuissance conçue par les néoconservateurs
qui conduit des gens par ailleurs bien informés, rationnels, voire modérés, à perdre leur sang-froid dès qu'il s'agit de l'Ukraine. Ils sont persuadés en effet que la révolution du Maïdan a été fomentée par la CIA et des ONG téléguidées par le Deep State. J'en ai fait l'expérience avec un intellectuel républicain que je connais depuis longtemps. Il est à peu près impossible de parler avec eux de ce point précis et donc de leur faire admettre que la révolution du Maïdan est une vraie révolution démocratique et pas un coup d'État fomenté par la CIA et le Deep State démocrate. C'est comme ça que de vieux Cold Warriors, des champions de l'anticommunisme, adoptent sans nuance le récit russe. Encore une fois, c'est parce qu'ils ont été traumatisés par la politique inconsidérée de regime change qui a fait un mal considérable aux États-Unis, un mal quasi irréparable, jusqu'à l'arrivée de Trump, qui est une divine surprise, qui a rompu, si je puis me permettre une allusion à l'histoire française, qui a rompu avec ces mensonges qui nous ont fait tant de mal. Alors cela explique que même des soutiens relativement modérés de Trump sont furieusement anti-ukrainiens et aveugles à l'horreur des crimes de Poutine et à son jusqu'au-boutisme. Et je crois que le seul angle d'attaque qu'on peut avoir avec ce cadre de pensée, j'en vois deux. Premièrement, leur montrer que l'Ukraine peut gagner, ils sont persuadés du contraire. Et deuxièmement, que même s'ils ne l'aiment pas, ils ont besoin ou ils auront besoin de l'Union européenne dans la guerre contre la Chine. Merci. Merci. C'est bon, vous m'entendez? Vous parliez de Steve Bannon, Philippe Delarabe. Je ne sais pas si vous connaissez l'une de ses phrases préférées. Il n'y a pas de conspiration, mais il n'y a pas de coïncidence. Donc, Oui, absolument. Et j'en ai fait l'exergue de voilà. mon article. François Stom, puisque vous avez été férocement attaqué par Philippe Delarabe. Oui, je vais répondre tout aussi abruptement. Je pense que Trump n'est pas capable de raisonnement géopolitique quelconque, parce qu'il ramène tout à sa personne. Il suffit de lire ses tweets de lire ce qu'il produit pendant la nuit. On voit que les considérations géopolitiques sont complètement absentes de son univers. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui a un rapport avec sa personne. Alors, le thème de la Chine, à mon avis, c'est tout simplement un camouflage fabriqué par la propagande russe pour justifier l'attitude de Trump. Hein, cette idée d'enfoncer un coin. En France aussi, ce thème a été largement développé dans les années précédentes. Dans les années précédant la guerre contre l'Ukraine, enfin l'attaque de 2022, tous nous disaient attention, vous allez jeter la Russie dans les bras de la Chine. Si vous faites une politique hostile à la Russie, vous allez la pousser encore plus vers la Chine et solidifier cette alliance avec la Chine. On nous écrivait ça dans le Figaro pratiquement tous les jours. Hein. Donc, je pense que c'est un thème dont il faut vraiment se méfier. À mon avis, si les Chinois offraient à Trump un avion plaqué or, il oublierait toutes les considérations d'hostilité à l'égard de la Chine et il dirait que la relation est fantastique, comme avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Donc, alors, je ne dis pas que ces considérations soient absentes dans l'esprit des républicains qui raisonnent rationnellement. Mais dans le cas de Trump, à mon avis, c'est de la rhétorique et je pense que Trump lâcherait Taïwan exactement comme il lâche l'Ukraine
Et d'ailleurs, les Taïwanais se sentent tout à fait menacés exactement pour cette raison. Donc, je ne crois pas à cet axe anti-chinois de la part de Trump. La chose existe, certainement, cet état d'esprit existe aux États-Unis, mais c'est pas la motivation de Trump. À mon avis, c'est encore une fois un camouflage de la propagande russe. Et tout ce que les républicains racontent sur le Maïdan, ce que Philippe a évoqué tout à l'heure, c'est la propagande russe pure jus. C'est des gens qui ont écouté Russia Today et qui se sont imbibés de Russia Today, hein, ça va pas plus loin. Donc c'est dans l'intérêt de la Russie de répandre ces rumeurs parce que encore une fois, ça cache les motivations réelles, de la politique pro-russe, de Trump, hein, qui incite quand même à se poser de sérieuses questions. Heu, oui, c'était, je crois, ce que j'avais à François Stom faisait allusion donc à un éventuel, avion, avec des WC en plaqué or, référence faite, évidemment au Boeing offert par le Qatar. En fait, est-ce que par faire la synthèse un petit peu de ce que disent, à la fois, Philippe Delara et Françoise, parce que vous décryptiez en fait, les racines, les sources du trumpisme, je pense à ça. Moi, je pense qu'il y a, différents courants, en réalité, qui coexistent plus ou moins pacifiquement. La référence au Biden, ça, c'est le courant transactionnel qui est incarné par Witkoff, les fils Trump qui font des affaires, donc qui fonctionnent dans l'intérêt, de leur famille, intérêt très personnel, non pas celui du pays. Au côté des Cales, vous aviez Philippe Delara parler de Steve Bannon, ça, c'est le courant national populiste. Vous avez le courant aussi, et là il rejoint J.D. Vance qui est le courant catholique fondamentaliste. Vous avez le courant, Elon Musk, bon maintenant il est un peu sorti de l'aréopage mais transhumaniste. Est-ce que c'est pas aussi ça qui est en train de se jouer, de se dessiner? C'est-à-dire, cette coexistence plus ou moins bien organisée, pas le sein du premier cercle, de ces différents courants avec leurs points de convergence mais aussi leurs différences parfois? Ouais, disons que s'il y a quelque chose, j'aime pas beaucoup le terme, mais s'il y a quelque chose comme une contre-révolution conservatrice en cours, dans une révolution conservatrice, il y a toujours plusieurs courants. Et il y a toujours plusieurs courants dans la culture allemande de l'entre-deux-guerres. Ça allait depuis des nationalistes Juncker tout à fait classiques, jusqu'à des nationaux bolcheviques un peu folkloriques. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du père. Ce qui me paraît quand même déterminant, c'est que, là, je suis en désaccord peut-être à la fois avec Françoise et avec Philippe, c'est que je suis tout prêt à admettre que Trump n'est pas un grand esprit, mais je pense qu'il a indiscutablement un grand talent politique, de disons de saisie des passions et il a réussi quand même à comprendre quelque chose, beaucoup de choses qui travaillaient l'Amérique profonde, qu'il a compris d'autant mieux que si je peux me permettre, les démocrates, eux, n'ont absolument rien compris à ce qui se passait et sont quand même en grande partie responsables de leur propre défaite. L'Amérique de Trump, c'est à la fois l'Amérique du héros du film de Clint Eastwood, là, comment ça s'appelle, là, sur la voiture, là, comment? Non, Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino, où il y a l'ouvrier, qui regrette le temps des voitures américaines et cetera et qui est inquiet de l'invasion des Chinois ou et cetera, mais qui finalement est un assez brave type d'ailleurs, on veut toujours là, il a saisi ça, il a saisi bon, ce que les gens appellent trop vite la panique morale devant le wokisme et cetera, mais avec une passion qui est le renforcement de son pouvoir avec je pense que dans les composantes, si vous voulez, de la révolution trumpiste, il y a certainement tous les idéologues dont parlait Philippe Delara sont là. Moi, je pense que c'est des forceurs, et que c'est pas qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. C'était là mon point de vue divergence. Je crois que tout ça, c'est des trucs d'intellectuels, si je peux me permettre.
ironiquement. Il y a un certain nombre de gens un peu pourris, certainement, mais il y a aussi, je crois que c'est ça le noyau sur lequel il faudrait travailler si on veut la décomposition des trompistes. Il y a des conservateurs qui ne sont pas tous fous, mais qui ont choisi quand même Trump par hostilité radicale à la politique démocrate. Alors, il y en a beaucoup, par exemple, c'est des intellectuels de bon niveau, dans ce qui reste des fameux Straussiens. Bon, là, vous avez des gens comme Mansfield, Hancock, etc., qui détestent Trump, qui le disent, mais qui disent on vote quand même pour lui parce qu'on n'aime pas ce que l'Amérique est en train de devenir, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans les universités où il faudrait traiter les choses avec tact pour ne pas trop affoler les gens qui sont... il y a une très bonne interview de Sandel, par exemple, dans le Monde d'hier. Mais pour me résumer, je dirais qu'il y a c'est une révolution conservatrice dans laquelle je pense que le principal acteur est un aventurier révolutionnaire. Alors, c'est certainement pas Hitler, ça sûrement pas, mais en beaucoup moins intelligent et cultivé, il y a quelque chose de commun avec Mussolini. Ça serait plutôt ça. Je vais vous donner la parole, Philippe Delara. Avant ça, Samantha Bendern qui me fait des petits signes depuis tout à l'heure, comme sur le plateau d'LCI, donc je vais lui donner la parole. Mais je pense, Philippe, que vous touchez du doigt quelque chose qui est physique en l'occurrence. Je pense que la taille du cerveau de Trump est inversement, j'allais dire, proportionnelle à celle de son nez. C'est-à-dire qu'il a une petite capacité d'analyse, mais un immense flair. Et c'est précisément ce que Steve Bannon a repéré en lui. Steve Bannon raconte la manière dont il fait la connaissance de Donald Trump. Et c'est un moment où il va dans un État, je crois que c'est le Wisconsin ou quoi, et Donald Trump, avec d'autres personnalités, est là, et elles passent les unes après les autres sur scène, et Donald Trump attrape le journal avant de monter sur scène, l'est un petit peu, donc identifie les thèmes qui font l'actualité, et il improvise sur ces thèmes. Et Steve Bannon, tout de suite, se dit « c'est mon mec ». C'est lui qui va pouvoir incarner mes idées. Et ce qu'il sent chez lui, c'est pas une immense capacité d'analyse ou une mécanique cérébrale impressionnante, c'est deux choses. C'est à la fois un flair, celui de tout de suite identifier ce qui va pouvoir, j'allais dire, attiser de la passion triste, de la rancœur, etc. Et l'autre capacité, c'est à tout de suite, malgré son statut évident de milliardaire, de créer une connexion avec les gens très très simples qui sont là dans la salle. Donc je vous suis sur ce flair qu'il a. Samantha. Bon, j'espère que ça fonctionne. Je voulais juste intervenir un tout petit peu car je souscris plutôt à la thèse de Françoise Thom qui est celle comment? Hein? Dans le micro. Bon, Du micro. je soutiens plus la thèse de Françoise Thom qui est celle plutôt du chaos et ça pour plusieurs raisons. Une raison, c'est quand on regarde les droits de douane de Donald Trump. Par exemple, et les droits de douane sur la Chine. Donc, il leur met des droits de douane absolument faramineux qui ne veulent plus rien dire. Ensuite, il descend, il revient. On ne sait pas vraiment où cette histoire de droits de douane va se terminer. Et on a le sentiment que ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir montrer son pouvoir. Il veut clairement pénaliser la Chine. Mais quand on pense aux droits de douane qu'il met sur d'autres pays aussi, avec comme argument, je veux protéger les travailleurs américains, je vais faire rentrer de l'argent dans le trésor, le lendemain, il les supprime. Donc en les supprimant, on va faire quoi? Il ne va ni protéger le travailleur américain, ni faire rentrer l'argent dans le trésor. Donc là, pour moi, c'est vraiment un des symptômes du chaos de Trump. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule constante dans tout ce que Trump fait. Et cette constante, c'est ménager la Russie. Que ce soit son attitude vis-à-vis de la Chine, de l'Union européenne, des droits de douane, de l'Ukraine, c'est ménager la Russie. Et s'il ménage la Russie, s'il veut faire croire à son électorat que la Russie n'est pas vraiment l'ennemi, eh bien, il lui faut un ennemi, au moins, il lui faut faire croire qu'il y a un ennemi. Et donc là, on entend encore aujourd'hui Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, qui parle du besoin du pivot sur le Pacifique.
c'est aussi dans cette optique de faire monter la sauce sur cet ennemi chinois. Je ne dis pas que c'est un ennemi imaginaire. C'est clair que du point de vue systémique, il y a un grand différent, en tout cas pour le moment, entre les démocraties occidentales et la Chine. Mais c'est aussi pour mettre la Russie, pas forcément dans le camp des bons, mais en tout cas pas dans le camp des mauvais. Et donc pour moi, c'est plus du chaos associé à un besoin ou un désir de ménager la Russie pour des raisons qu'on ne saura peut-être jamais, mais qu'on espère savoir quand même un jour pour arrêter de s'arracher les cheveux, pour essayer de vraiment comprendre pourquoi. Parce qu'au point de vue de compromat, franchement, je vois pas ce qui pourrait faire mal à Trump. Mais ça, on pourra peut-être en parler dans la deuxième partie. Merci, Thomas. Bon, Sarentin, il faut que vous éteigniez le petit... Éteindre le micro. euh, euh, je vais vous passer la parole dans la salle. Avant cela, je voulais vous lire une petite citation très rapidement sur les droits de douane. C'est-à-dire, quel est l'objectif ou l'effet final recherché. Il y a ici, ça a été dit par l'un des intervenants, cette idée d'utiliser tout cela, c'est-à-dire de faire et de défaire, ça participe de la logique, à mon sens, de déconstruction du système. Et il y a cette citation dans le mage du Kremlin, c'est un peu cliché de ma part de le citer, mais de Giuliano da Empoli. Je vous la lis. Comment fais-tu quand tu veux casser un fil de fer? Pour moi, en fait, le fil de fer, c'est le système. D'abord, tu le tords dans un sens, puis dans l'autre. C'est ce que nous ferons, Evgeny. Au fur et à mesure que vous y construirez votre raison, vous vous rendrez compte qu'il y a des thèmes auxquels les gens tiennent plus que tout, je ne sais pas lesquels. Et ensuite, il poursuit, ce sont les clics qui te le diront, Evgeny. Ce sont les clics qui te le diront. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est contre un vaccin, un autre contre les chasseurs ou les écologistes ou la noire ou les blancs, peu importe. L'essentiel est que chacun ait quelque chose qui lui tienne à cœur et quelqu'un qui les fasse enrager. Nous ne devons convertir personne, Evgeny. Juste découvrir ce en quoi ils croient et les convaincre encore plus. Tu comprends? Donner des nouvelles, de vrais ou de faux arguments, cela n'a pas d'importance. Les faire enrager. Tous. Toujours plus. Les défenseurs des animaux d'un côté et les chasseurs de l'autre. Soit du Black Power d'un côté et les suprémacistes blancs de l'autre. Les activistes gays et les non-nazis. Nous n'avons pas de préférence, Evgeny. Notre sale ligne, c'est le fil de fer. Nous le tordons d'un côté et nous le tordrons dans l'autre jusqu'à ce qu'il se casse. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il faut que vous... Alors, allez-y, relevez les mains et je vais désigner. Monsieur, s'il vous plaît, savez-vous de la machine, si vous y parvenez? Il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est Vance. Est-ce que Trump n'est pas l'idiot utile de Vance et de l'envoi qui sont derrière lui? J'ai pas parlé de Vance, mais j'y pensais très fort parce que euh, Trump est en effet une bête politique, mais un semi-débile. Mais ça n'est pas le cas de J.D. Vance, et dont vous ne contesterez, dont il me paraît difficile de dire que c'est un rigolo et dont on sait qu'il a un poids très grand dans l'administration Trump. Je pense que on est déboussolé par ce phénomène bizarre d'une révolution autoritaire, euh, dont le leader est sans idée, alors que le XXe siècle nous avait habitués à des révolutions menées par des grands hommes dont l'une des caractéristiques, imaginaires ou réelles, est que c'était des grands intellectuels. Et en fait, c'est pour ça que je protestais tout à l'heure, Mussolini est certainement celui qui avait le niveau le plus élevé entre Hitler, Mao et Lénine. Or, le paradoxe, c'est pour ça qu'on a du mal à attraper cette révolution, c'est qu'elle est incarnée par un bouffon. Et les bouffons, il faut toujours les prendre au sérieux. Est-ce qu'il y a une autre... je ne sais pas si on a bien répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Madame, allez-y, je vous en prie, je vous donnerai la parole après, monsieur. Je voudrais juste ajouter en complément, excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, mais je m'étonne qu'on ne parle pas des liens très anciens entre Trump, les Soviétiques et les Russes.
et donc Poutine. Ce sont des liens extrêmement anciens qui sont documentés. Le Mueller Report, donc un républicain qui vient 400 pages, un livre du journaliste du Guardian, Luke Harding, documente des faits. Trump a été courtisé par le KGB depuis les années 80. Et il y a quand même une chose, enfin, Kasparov dit, si on veut comprendre Trump et Poutine, ce qu'il vaut mieux lire, c'est The Godfather de Mario Puzo. Et de fait, il y a des noms, y compris dans le Mueller Report, et dont un est aussi Catherine Belton, Putin's People, qui est un livre extraordinaire. Il y a un nom d'un mafieux qui est, je recherchais, Mogilevich, Semyon Mogilevich, qui est né en Ukraine, ukraino-russo, même israélien. Et Mogilevich, à l'appel, il y a un livre et même un documentaire qui est, je crois, qui a été diffusé en 2020, un parrain à la Maison-Blanche. Ça documente également les relations de Trump père avec la mafia italo-américaine. Et particulièrement, il y a pareil un nom, la famille Genovese, des Italo-Américains. Et d'une certaine manière, je ne sais pas pourquoi on ne met pas tellement ça en avant, c'est malheureux. Ça explique les incohérences, l'irrationalité, qui n'en est pas une de Trump, parce que comme vous l'avez dit, au fond, ces actions, ces non-actions, elles profitent à qui? À Poutine. Voilà. Et je ne sais pas si quelqu'un va prendre, je vous donne la parole, Samantha. Donc vous auriez parfaitement raison. Je trouve parfois qu'en réalité, je pense que le sujet est traité, hein. Vous faisiez référence à d'excellents ouvrages. Je signale aussi celui de Régis Janté, qui est très très bon, et le documentaire de Bono Vitkin, qui justement parle de Semyon Mogilevich dans le documentaire. Samantha, peut-être vous vouliez prendre soin. Et la deuxième part dans votre question, il y a effectivement les liens avec les soviétiques, hein, puisqu'il va à Moscou en 87, avec les Russes ensuite. Il y a la mafia, parce qu'il y a quand même tout cet écosystème-là dans le coin, hein. Il y a les Italiens, il y a les Russes, les Ukrainiens, etc. Vas-y. Internationale, vous m'entendez? Sur la grande internationale des mafias et de la grande droite liée à Mogilevich, petite remarque intéressante que j'ai observée cet hiver, c'est que au moment où Trump a été élu, il a donc été tout de suite félicité par Orban, qui est allé d'ailleurs le voir aux États-Unis avant même les élections. Orban, qui est aussi allé voir Bidzina Ivanishvili à Tbilissi après les élections géorgiennes. Il y a une chose qui lie Trump, Orban et Ivanishvili, c'est Semyon Mogilevich. Je ne sais rien d'autre, mais ce sont des choses qui sont vérifiables. Sur les liens entre Trump et la Russie, il n'y a pour le moment pas de pistolet fumant. Il n'y a pas de smoking gun, de vrai smoking gun qui tiendrait la route dans un tribunal, malheureusement. Et je vous explique. Et il y a aussi le fait que les personnes qui ont enquêté là-dessus à fond ont eu des menaces très, très, très violentes. Il y en a un qu'on n'avait pas cité, c'est Christopher Steele. Christopher Steele, c'est le premier qui a vraiment travaillé sur ce dossier. Il a travaillé avec une autre personne qui s'appelle Chris Burrows, avec lequel j'ai travaillé sur les investigations russes dans le Brexit. Le rapport qui a été sorti a été, on va dire, rédacté, et des choses ne peuvent pas être rendues, censurées, pardon. Les choses ne sont pas rendues publiques aujourd'hui pour des questions de sécurité des personnes qui ont travaillé sur ces dossiers. Christopher Steele, qui est donc le premier à avoir travaillé et avoir alerté la FBI sur les liens entre Trump et les Russes avant l'élection de 2016. Et la FBI a fuité les informations que Christopher Steele avait données à la FBI. La source de Christopher Steele, qui était une source en Russie, a été révélée. Et cette personne, une des personnes n'est plus en vie aujourd'hui, elle a eu un accident. L'autre a pu fuir aux États-Unis
pour vous dire à quel point c'est un dossier absolument brûlant. Et vous avez raison de mentionner, il faut en parler. Il faut en parler, quitte à se faire traiter de fou. Mais ceux qui ont vraiment travaillé dessus et qui ont les infos les plus pointues, eh bien, risquent aujourd'hui leur vie. Parce qu'il y a des vraies choses qui existent, dont les gens, encore aujourd'hui, ont peur de parler. Ouais, mais comme dit Steve Bannon, il y a pas de conspiration, mais il y a pas de coïncidence, non plus. Juste sur le rapport Mueller, il faut rappeler qu'en fait, ça a été un peu un pétard mouillé parce qu'il tentait d'établir la preuve d'une collusion et n'y est pas parvenu. Donc des gens ont été condamnés, Paul Manafort, McAfee pour autre raison a perdu son job, mais le rapport Mueller n'a pas, livré effectivement ce qu'en bon français, Samantha appelle le smoking gun. François Stamp, vous vouliez réagir? Un détail, ce qui est frappant quand on regarde la relation entre les deux, ce qui est apparent, c'est que Poutine semble avoir la certitude absolue de contrôler Trump. Et la preuve, une des preuves les plus flagrantes à mon sens, c'est que tout de suite après l'élection de Trump, la télévision russe a montré des photos de Melania dénudée et en se répandant en commentaires grivois sur la femme du président américain. Alors, quand on pense comme Trump est chatouilleux sur le chapitre des insultes qu'il imagine qu'on qu'on lui jette à la figure, là, il n'a pas moufté, il n'a pas réagi. Et Poutine s'est montré grossier avec lui à plusieurs reprises. Il se moque ouvertement de lui. Il le fait attendre au téléphone pendant 3 heures. Enfin, on a l'impression qu'il a le sentiment de pouvoir en faire ce qu'il veut, y compris, encore une fois, l'humilier en public, comme il l'a fait. Donc la prise qu'il a sur Trump doit être extrêmement solide pour qu'il se permette ça.